Aujourd'hui, je vous parle d'efforts ressentis versus réel effort quand on va mettre en place une feature. Quand on passe une feature, on va d'abord penser à la partie du code que l'on va devoir mettre en place pour résoudre cette problématique. Ça, on arrive à bien la visualiser, mais ce n'est pas tout. Il va y avoir une seconde partie qui va consister à s'offrir les outils qui vont permettre de valider, de tester automatiquement ce code, ce qu'on appelle les tests unitaires ou tests automatiques unitaires. On a aussi dans l'approche TDD cette capacité à faire d'abord des petits bouts de tests de code automatique et après le code fonctionnel que vous avez derrière, ce qu'on appelle le TDD que je représente ici avec ce petit zébra. En fait, une fois qu'on a fini de coder, une fois qu'on a nos tests unitaires, une partie importante, c'est la validation. S'assurer en fait que la fonctionnalité correspond bien à ce qu'on attend et qui peut être fait par le product owner, la QA et encore mieux directement par vos parties prenantes ou vos clients si vous avez cette chance-là. Et une fois qu'on s'est assuré que ça correspond bien aux besoins, ben, là ça peut partir en prod et en fonction de la maturité de votre projet, ben, le deploy peut être plus ou moins long. Ça peut être très très court si vous maîtrisez votre CI et très long si c'est une des premières fois où vous le déployez. Enfin, à ne pas négliger, vous avez des phases en amont du code qui peuvent vous prendre pas mal de temps. La partie spécification fonctionnelle et la partie spécification technique. Moi, personnellement, j'aime bien réduire cette partie de spécification technique pour ne pas trop passer de temps avant de coder et d'avoir l'expérience du produit pour après avancer. Donc on voit bien nos étapes, code, test unitaire, validation, déploiement, et en amont de nos projets, on a les spécifications fonctionnelles et techniques. Et du coup, bah, voilà, on a une équipe qui arrive, qui a une feature à développer. Quand elle va voir la feature, elle va naturellement penser d'abord à la partie code qu'elle va mettre en place. Un peu plus difficile d'imaginer toutes les autres phases qui ont une problématique derrière, vraisemblablement avec les tests unitaires. Mais en fait, il faut aller au-delà. Il faut prendre en compte la validation et même ça ne s'arrête pas là, il faut prendre en compte le deploy. Pour ça, un outil qui nous aide beaucoup, c'est la definition of done, qui va définir à quel moment votre feature est prête. En général, on la place après le deploy. Éventuellement, si vous maîtrisez bien votre CI et que vous avez des problématiques de livraison, vous pouvez livrer qu'une fois par semaine ou qu'une fois toutes les 2 semaines. Si tout est validé, vous pouvez considérer que c'est done après la validation, mais attention à la condition unique que vous savez que ça allait partir en deploy régulièrement et juste après. Par contre, on ne la met jamais juste après les tests unitaires, on ne peut pas considérer que notre code est terminé et encore moins juste après notre code. Voilà. Donc la bonne pratique, c'est après le deploy. Si jamais vous maîtrisez bien votre CI et que vous avez des délais de déploiement, éventuellement, vous pouvez la mettre juste après la validation. Vous avez une autre définition qu'on peut utiliser, qui est la definition of ready, qui va, par sa définition, se placer au moment où on est prêt, on a fait spécification fonctionnelle et technique, et on peut partir pour faire le code. Mais comme je vous disais tout à l'heure, moi j'aime bien la faire un peu plus tôt, c'est-à-dire pousser une partie de la spécification technique directement quand on va la coder pour éviter de perdre du temps à tout paramétrer. Donc essayer de trouver un juste milieu sur cette partie-là et d'optimiser cette partie sur le code. Si vous avez une équipe très mature, vous pouvez éventuellement réduire au plus possible cette partie. Donc maintenant qu'on a vu les différentes phases que l'on va avoir pour mettre une feature, j'ai envie de vous parler un peu des méthodes, des méthodes de développement qui existent. Et voudrais vous parler du waterfall, on en parle beaucoup. C'est le point Godwin de l'agilité. Moi, je l'utilise souvent quand j'ai plus d'arguments. Je dis, oh, bah, ça, c'est du waterfall, c'est du cycle en V. Grosso modo, j'ai plus d'arguments et ça me permet de conclure. Qu'est-ce qui se passe dans le cycle en V et pourquoi on l'utilise souvent comme contre-exemple de l'agilité? C'est-à-dire que toutes les séquences que vous voyez ici, on va les faire pour un projet, mais global. C'est-à-dire que je vais faire toute la spécification fonctionnelle pour l'intégrité de mon projet. C'était fait à l'époque par des maîtrises d'ouvrage qui étaient assistés par des assistants de maîtrise d'ouvrage, des MOA et des AMOA. Une fois que cette phase de spécification fonctionnelle sur tout l'ensemble du projet a été faite, on passait à une spécification technique détaillée. Donc sans rentrer dans le code, on définissait exactement quels algorithmes on allait mettre en place. Et c'était fait en général par des chefs de projet que l'on appelait MOE ou qui pouvaient être éventuellement des assistants MOE qu'on appelait AMOE. Et enfin, on arrivait à une phase de code. Et dans ces projets-là, on passait plusieurs mois à ne faire que coder. On prenait les spécifications techniques détaillées et on appliquait le code. Et là, on va faire un peu ce qu'on appelle la remontée, c'est-à-dire une fois qu'on a fait le code, on avait une phase de test unitaire, test d'intégration. On allait vérifier que tout ce qui était écrit dans la spécification technique détaillée était bien présent et fonctionnait bien, module par module, tel qu'on l'avait défini dans ce document.
Et après, on passait à la phase de validation ou phase de recette, qui était en vert et que j'ai passé très rapidement, qui permet de vérifier que toutes les spécifications du MOA étaient bien prises en compte. Et aussi, sur des gros projets comme ça, vous avez une grosse phase de deploy, parce que effectivement, comme vous avez fait par séquence, on doit le faire, une grosse phase de deploy. Vous voyez déjà le schéma, hein, c'est un long projet, et entre chaque étape, il y a beaucoup de distance. Et en français, on appelle ça cycle en V. Je ne suis pas sûr que ça soit utilisé dans d'autres contrées. On appelait ça les cycles en V parce qu'on le positionnait sur un V. On avait notre branche de V qui commençait avec la spécification fonctionnelle, suivie de la spécification technique. Le code, c'est le petit crochet du V. Le test d'intégration, test d'unitaire, et la recette fonctionnelle qu'il y avait en face. Plus, moi je dis, c'est la méthode racine carrée, parce qu'il faut bien sûr penser à son deploy qui va arriver derrière. Et on avait une correspondance, c'est-à-dire tout ce qu'on mettait dans le document de la MOA, c'est ce qu'on allait tester dans la recette en face. Et etc. Tout ce qu'il y avait dans la définition technique détaillée, on allait la tester dans la partie test d'intégration. Du coup, c'est pour ça qu'on l'appelait le cycle en V. Une des grosses problématiques, puisque j'y suis, c'est que si vous trouviez un petit problème dans la partie verte avec la croix rouge, eh bien ça ne fonctionnait pas. Il fallait revenir sur un cycle qui pouvait être long. Du coup, les MOA, qui étaient extrêmement bons, avaient tendance à surspécifier, c'est-à-dire ils prenaient en compte le maximum de problématiques possibles pour être sûr de ne rien oublier. Et d'ailleurs, c'était connu à l'époque où ce cycle était la reine des projets. Eh bien, on disait que seulement 10% du code était utilisé. Voilà, c'était juste pour vous montrer, vous introduire. En fait, toutes les features répondent aux mêmes besoins et en fonction de la méthodologie, elle n'est pas appelée de la même façon. Maintenant, je passe à un sujet Scrum. Donc je pars de l'idée qu'on démarre un projet, hein, puisque je vais un peu le comparer avec le cycle en V. Il y a une discovery technique et fonctionnelle, je ne la différencie pas. À savoir ici, dans l'exemple que je prends, je mets que de la discovery technique et fonctionnelle, mais il n'y a pas de sprint 0. Hein. C'est bien que l'équipe travaillait sur un autre sujet, ou n'était pas encore tout à fait composée en parallèle. Bien sûr, on va commencer le premier sprint sur le sujet. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit peu de code. Ici, je fais du TDD, donc vous voyez, je suis avec le petit zebra. Je fais ma petite validation, donc j'ai fait vraiment un code tout petit, surtout pour la première itération de mon projet. Et après, je vais avoir un deploy qui est assez long, parce que je dois tout mettre en place. Donc attention, premier sprint, quand on est sur un nouveau projet avec un nouveau deploy, il faut y aller tout petit. Et après, je refais un autre petit sujet avec sa validation et son deploy. Vous voyez, on est loin de ce qui se passe là-haut, mais on est arrivé avec une étape toute petite, on a de la visibilité et on a déjà quelque chose en production à la fin normalement de notre premier sprint. Ça peut être juste un Hello World, hein. On y reviendra tout à l'heure. Et ces spas de discovery tech et fonctionnel, eh bien, elles continuent en parallèle. C'est-à-dire que quand je suis en train de faire mon sprint, en tant que product owner ou PM, je suis aussi en train de préparer le sprint suivant et j'avance sur les sujets. Et du coup, j'ai cette vision qui s'amène petit à petit et qui est de plus en plus claire. Je vais commencer mon sprint suivant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que je prends aussi une feature qui n'est pas trop grosse non plus. Je fais la première, je la valide et je la deploy. Vous voyez, là, le deploy il est déjà beaucoup plus petit parce qu'en fait, il commence à être maîtrisé. Et en plus, j'ai juste à l'adapter par rapport à ma nouvelle feature, si elle a un impact technique ou d'architectural derrière. Et je peux là dépiler mes fonctionnalités une par une et les développer. Et toujours en parallèle, je fais ma discovery technique et fonctionnelle pour préparer le ou les autres sprints. Hein. Bien sûr, on peut avoir un petit peu d'avance si ça plaît aux gens. Et du coup, si on le compare avec le dessus, on voit déjà que on avance, on a des questions et on s'est confronté à la production. Pas forcément directement avec les utilisateurs si le produit n'est pas complet, mais au moins on a poussé en production, c'est disponible et on vit les contraintes. En revenant sur la partie, je le répète encore une fois, dans mon exemple, l'équipe était en train de travailler soit sur un autre sujet quand elle préparait un nouveau sujet, mais il n'y a pas de sprint 0, hein, c'est pas absolument pas ce que j'ai voulu dire. Et du coup, j'en profite un peu pour avoir ça en main, pour alerter sur deux pratiques qui sont pas tout à fait du Scrum, qui sont souvent pratiquées. Même moi, dans les équipes que j'ai connues, on l'a fait souvent. Et je me laisse un peu convaincre à chaque fois. La première, c'est ce que j'appellerais le mini-cycle en V. C'est-à-dire que, vous voyez, dans le premier sprint, je fais passer deux features. Et on peut s'imaginer, tiens, on va passer 2 ou 3 features. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de faire code, validation, deploy, code, validation, deploy, on fait tout le code d'un seul coup. Je le fais bien, je le fais en TDD, vous voyez, mais du coup, je passe 2/3 de mon sprint qu'à coder. Puis j'arrive, je finis, je balance tout, je livre et l'équipe va commencer à le valider. Donc le premier problème, c'est que vous créez un bottleneck de QA, test, validation par le PO. Puis en plus, vous allez avoir un deploy qui va être très long la première fois.
Donc dans l'exemple 1 où on avait peut-être même un Hello World et on met en place toutes nos CI dans le process et après on est prêt à aller en production régulièrement. Dans le deuxième, ben, finalement on a codé plus, on est avancé plus en théorie sur notre projet, mais on n'a pas les moyens de voir où on est et de valider ce qu'on a fait et ce qu'on a pu avancer. Et puis bien sûr, si vous continuez avec cette approche-là, vous risquez d'avoir des difficultés à chaque sprint, en tout cas à chaque fois de créer ce bottleneck. J'appelle ça le mini cycle en V parce que finalement, vous prenez le cycle en V et vous le compactez sur un sprint. En théorie, chaque feature devrait être elle-même un cycle en V et pas l'ensemble du sprint. Vous avancez petit à petit et si vous avez un souci, dans le pire des cas, vous avez déjà résolu votre problème. Voilà. Et ça, c'est parce qu'effectivement, on pense code et que on se dit de toute façon, c'est la même chose. Je vais devoir faire tout ce code, je vais devoir tout le valider et c'est plus pratique si je le fais comme ça. Une dernière pratique que j'essaie de mettre en relation ici, c'est si vous êtes sur un projet que vous voulez activer à un certain temps, c'est de complètement négliger la phase de release en disant je la ferai à la fin, en fin de projet. Donc c'est pas du tout ce que j'ai dit en première partie où vous pouvez mettre la donne après la validation. Là, je ne maîtrise pas ma CI, je ne maîtrise pas mon deploy, pardon. Et donc du coup, je vais faire mes features et j'avance super vite, hein, parce que vous voyez, j'ai pas de contrainte de deploy. Au bout de 4 sprints, j'ai fait 16 stories. Et elles sont validées et en plus je les ai montrées au métier. Donc le métier pense vraiment que je suis là, que j'ai avancé là. Donc j'arrive à 16 sprints, 100% de mes features sont bonnes. Mais là je vais rentrer dans une petite boucle où je vais faire passer plus d'un sprint et demi ou des fois plus longtemps parce que j'ai pas pensé au fur et à mesure à juste mettre en place mon intégration. Et voilà, donc si je fais un petit zoom arrière, on voit les différentes approches hein, avec le cycle en V, le Scrum, et puis ces deux pratiques de Scrum qui peuvent avoir un impact. Ce qui est très important, c'est de faire par étapes le code, la validation, le deploy, et vous verrez que au moins vous sécurisez votre sprint et que vous arrivez à développer quelque chose. Même si des fois ça peut paraître contre-productif quand on regarde la deuxième méthode où on fait tout notre bloc de code, on valide et on deploy, qui peut marcher, mais qui est risqué. Et le dernier, bien sûr, de ne pas trop sous-estimer la partie deploy. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.